rendez-vous de partage. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne citoyenne. Bonne fête d'indépendance à tous les Tchadiens. Alors, le 11 août 1960 et 11 août 2025, il y a de cela 65 ans, jour pour jour, que le Tchad est accédé à son indépendance, cette autonomie qui a donc été octroyée au prix de moules sacrifices. 65 ans de souveraineté, quel chemin avons-nous parcouru? Quels sont les acquis? Quels sont les défis? Mais aussi quelles sont les perspectives? Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau les invités qui vont nous partager leur expérience, leur analyse et surtout leur vision pour le développement du Tchad. Alors, nous recevons sur ce plateau M. Abdraman Djesnabay, qui est donc homme politique, qui est également un ancien ministre, qui est aussi député avec plusieurs casquettes. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Le plaisir est pour moi. Alors, merci bien. Nous avons également M. Mbaïnaïsem Enoch, qui est également une personne ressource. Bonjour. Bonjour, Philomène. Merci beaucoup également d'être de notre ce matin. Et puis nous avons également M. Idrissa Saleh Abdraman, qui est juriste, analyste politique. Bonjour. Bonjour, Madame Firmin. Donc, bonjour mes co-débatteurs. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver avec les deux grands doyens. Donc, c'est un plaisir de partager ce plateau avec eux. Et bonjour également à tous les téléspectateurs du ETV. Voilà, le décor est donc planté. D'un moment à l'autre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, messieurs Djesnabay, que représente vraiment l'indépendance dans l'histoire du Tchad? L'indépendance du Tchad fut un grand moment de l'histoire. Parce que jusqu'aux années 60, jusqu'à l'indépendance, il n'y avait pas de liberté réelle. Et à partir de l'indépendance, le jour où cette indépendance a été proclamée, les gens se sont sentis libres de s'organiser. Et le Tchad est devenu un État souverain au niveau international. Donc ça fut quand même un moment où nous avons partagé. J'étais à l'époque encore très jeune. J'étais à l'école primaire, j'étais au CEPIN. Donc je voyais les gens s'émerveiller. Beaucoup de gens étaient contents, et nous aussi. On a défilé. J'étais à l'époque, à cette date-là, j'étais à Mondou. Et donc j'étais à l'école des quartiers, comme on dit. Et au niveau où j'arrivais maintenant au niveau de l'école du centre. Donc après, mon père était affecté ailleurs, mais nous avons vu les parents défiler. Tous les gens étaient contents. Et c'était une grande fête, un grand moment en tout cas de l'histoire. Si on se souvient jusqu'à présent, ça a marqué nous en tant que jeunes à l'époque. Alors, quelles sont les étapes qui ont amené à cette souveraineté? Quelles ont été les étapes, le processus? Dans les étapes, bon, c'était... D'abord, il faut dire que ça a démarré avec la conquête du Tchad, avec les combats avec Rabat. Quand Rabat a été battu donc, en 1900, comme on dit, à Kosséry. Donc, les Français sont installés ici, à N'Djamena. À l'époque, c'était Fort-Lamy. C'est eux qui ont créé d'ailleurs Fort-Lamy, c'était le Fort-Lamy. Et mon père déjà était dans l'armée, quand il était recruté par l'armée française. Et donc on était ici, on vivait vers le quartier Bololo. Et c'est fait un moment où tous les Tchadiens se reconnaissaient, étaient égaux, il n'y avait pas de difficultés. Et puis plus tard, lorsque la politique s'est rentrée dedans avec l'indépendance, bon, les gens ont créé des partis et puis la lutte politique a émergé. Et puis, il y a eu les événements de 63 qui ont fait qu'il y en a qui ont été arrêtés. Donc le congrès qui a fait en sorte que le parti est devenu un parti unique. Et à partir de ce moment-là, la situation est devenue plus difficile. Il y en a qui sont partis avec la création de Frélina à Niala, donc au Soudan. Et d'autres sont restés, donc nous avons vécu ça. Bon, après, j'ai vécu cela également à Bardaï, puisque de Mondou, je suis parti à Bardaï, mon père était affecté là-bas. Et là également, je ne voyais pas la différence entre les jeunes, on était tous ensemble avec
un certain Ouabdougou qui est ici, qui est actuellement un homme politique. On était à Bardaya ensemble, on était à l'école, j'étais au CP2, arrivé au sein, on nous a amenés à Faya. Et à partir de là, j'ai vécu avec les gens, il n'y avait pas de difficulté. Et petit progressivement, je suis revenu à N'Djamena, à partir de la 6e, où j'ai fait un concours pour entrer en 6e, où j'ai rencontré un certain nombre de jeunes de l'époque, de célèbres journalistes comme le défunt, d'ailleurs ils sont tous défunts maintenant, Tissène, qu'on était au Manière au Batan ensemble, on est revenu ici après un concours pour arriver en 6e. Il y avait Ad Moussa Sef, avec lesquels on est arrivé ici, où nous avons rencontré les Moussa Tungor, etc. en 6e. On était à l'internat, donc en ce moment il y avait un brassage. On ne savait même pas si celui-là, il était d'où, il venait d'où, tout ça, on ne savait rien. Et tout le monde on était des frères, et on vivait ensemble, on faisait le sport ensemble. Et nous qui étions intéressés par le basket, donc on était tout le temps ensemble. Donc nous avons vécu cela jusqu'à ce que les événements sont arrivés, de 79, de 75 d'abord, après le coup d'État. C'est temps fort là, comme Monsieur Diasnabay venait de parler, je vous ai vu sourire, donc vous vous souvenez de beaucoup de choses. Je suis son aîné, peut-être d'une année ou 2 années. Ah, ok. À Mondou, on a partagé. Okay. Quand vous parlez de l'indépendance du Tchad, c'est un sujet très précieux qui renferme beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'avant les indépendances, nous connaissons les listes de nos conseillers de tout le Tchad. Les Koulamala, les Bourkou, ceux qui partaient toujours à Brazza ou en Côte d'Ivoire pour représenter le Tchad. Donc, le Tchad vivait sous protectorat avec un gouverneur. Et nous, on était des tout petits enfants. Moi, j'ai assisté à la proclamation de l'indépendance. Quand le référendum devait passer, on était d'aller rester, comme le bureau n'est pas loin, à l'école quartier, à l'école catholique. On allait rester pour voir, quand on dépouillait, on dit oui et non, est-ce qu'il faut de l'indépendance ou non. Donc on assistait comme ça sans comprendre les choses. Et c'est comme ça que la proclamation a été opérée le 28 novembre 1958. En 1960, là moi j'étais déjà au C1. Et quand l'organisation de cette fête devait avoir lieu, c'est le 11 août. Mais pour donner beaucoup d'éclat à cette indépendance, on a déplacé en janvier, parce qu'il faut la participation des élèves. Donc on invitait les élèves à porter le bleu, jaune, rouge. Donc chaque élève doit porter le short bleu et la chemise jaune et le bonnet rouge. Okay. C'est ainsi que ça s'est passé. Mais ce jour-là, comme c'est le premier jour où on devait entendre des tirs, pendant le défilé, alors c'était la débandade. Mondou était une petite ville encore, le quartier Djarabé, les autres là c'était des rizières. Alors on était éparpillés, on fuyait, et tout. Donc c'était bien, on parlait qu'on est indépendant, mais nous ne savons pas ce que c'est que l'indépendance en tant que telle. Au niveau politique même, c'est de l'inexpérience aussi de nos dirigeants. Mais je me souviens qu'en 1959 déjà, le ministère de l'Éducation a lancé un appel à tous les élèves. Entre-temps, c'était l'école de quartier, l'école du centre et l'école catholique privée. On a demandé d'apporter 5 francs ou 10 francs pour soutenir Madagascar qui était inondé. Et 2 fois, cette opération a eu lieu. Donc, on a eu déjà participé à une action humanitaire dans les années avant les indépendances. Mais il faut se dire qu'à l'école, il y a un brassage où on ne distingue rien du tout. Nous, on a un ami, Seyd, qui on appelle Guillaume parce qu'il est bancal. Et on est ensemble, on s'amusait. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et ensuite, nous avons vu que même l'arabe
était enseigné à l'école primaire. L'arabe était enseigné et tous les élèves devaient venir des autres écoles parce que c'est le soir, participer à l'enseignement de l'arabe. Mais ce qui nous a fait fuir, c'est que ce n'est pas des enseignants qualifiés. Ils chicotaient beaucoup, alors nous, on a préféré fuir. Donc voilà un peu ça. Mais ce qu'il faut dire encore, on parle beaucoup de l'éducation des filles. Mais il y avait déjà, les filles étaient avec les garçons et l'école des filles était installée. Donc nous voyons qu'ils progressaient ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pour un but lucratif. Les gens, ils parlent de la promotion de ceci, la promotion de cela. Il faut penser autrement les choses. Donc la politique, avec les indépendances, nos hommes d'État étaient inexpérimentés. C'est l'inexpérience. On leur a donné un gâteau, mais ils ne savent pas couper et se partager. Comme Issa Abdraman l'a dit, déjà dans les années 60, il y avait de l'harmonie, on ne connaissait rien. Il y avait déjà les Israéliens qui encadraient la jeunesse à Mondou, à Sar, à Kundul et à Lumian. Donc on vivait en harmonie et la jeunesse aussi parce qu'il faut s'occuper de la jeunesse. Le grand problème, c'est que la population n'était pas en grand nombre dans les villes, mais et aussi le développement avec cette démographie, les villes ont grandi avec beaucoup de naissances et les jeunes qu'on cherchait beaucoup pour les études, maintenant il y en a le pléthore. On ne sait pas comment occuper de cette jeunesse-là pour son éducation et pour son emploi. Donc il y a un progrès à faire et je viendrai d'autres moments pour parler de ça. Alors justement, quels ont été les temps forts personnellement qui vous a marqué pendant cette souveraineté? Bon, ce qui nous a marqué, c'est qu'on a un président de la République. Qu'est-ce qu'un président de la République? C'est un père de tout le monde. C'est un père de tout le monde. Parfois, quand il arrive à Mondou avec les autres chefs d'État du Niger ou de la Mauritanie, parce que Mondou était, on dit, la ville économique, et toujours on traînait les chefs d'État là-bas. Donc on essayait de voir, et les gens du village venaient, et sans distinction d'ethnie. On voulait ensemble célébrer ou alors accueillir ces hommes d'État-là avec joie. On est heureux, c'est pas pour qu'on nous donne quelque chose, mais les gens repartaient bien parce qu'ils ont accueilli quelqu'un. Et c'était bien, mais tout de suite, il y avait déjà les mécontentements des jeunes ici, au lycée Eboué. Ça s'est répercuté, hein, parce que tout de suite, quand il y a un événement, on véhicule ces informations. Et même les événements au nord, au centre, la personne qui nous marque beaucoup, c'est Négué Diogo, le général. On l'estimait beaucoup sans le voir même. On dit, voilà, c'est un homme, un militaire qui est bien. Et la rébellion, là, pour nous, ça ne passe pas parce que nous ne connaissons pas ce que c'est que la rébellion. Puisqu'on vivait en harmonie, à Mondou, il y avait les Nigériens, il y avait les Libanais. Moi, mon premier instituteur, c'est un gars du Wadaï, en 1958. Il s'appelait Ali. Ils étaient donc, ils enseignaient bien. On n'a pas dénigré personne. Alors, je vais revenir encore de soulever de l'aspect cohabitation dont vous venez de faire mention, mais j'aimerais d'abord comprendre aussi quels sont les temps forts qui vous ont marqué pendant cette souveraineté, M. Dasnabaye. Le temps fort, c'est le fait de vivre ensemble. Ça, vraiment, ça a été un moment important. Nous avons vécu ensemble, sans distinction, ni d'origine, de race, ni de religion. Personne ne s'intéressait même pas à la religion de quelqu'un, etc. On était tous des frères et on était ensemble. Quand vous prenez les gens à partir de Mondou, N'Djamena ou ailleurs, c'est la même chose. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et surtout maintenant, avec le recul, je vois que cette situation a disparu et qu'il faut maintenant la rattraper. Donc ça, c'était un moment, je peux dire que c'est le moment qui m'a vraiment marqué. Et ensuite, il faut dire également, maintenant, il y a eu un retard. On parle du bilinguisme, comme il a dit. Le bilinguisme existait déjà, on apprenait l'arabe. Moi, j'étais à Mondou quand j'étais à l'école primaire, mais l'après-midi, on venait à l'école primaire, on apprenait l'arabe.
Et le matin, c'est le français. Quand je suis parti à Faya, c'est la même chose. Et jusqu'à ce que je sois au Majer, c'est la même chose. Je viens à N'Djamena. Après les événements, tout ça a disparu. Donc, si on avait continué avec ce bilinguisme-là, aujourd'hui, beaucoup de gens seraient bilingues, allaient parler le français et l'arabe. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour que ce bilinguisme-là soit opérationnel. Parce que les gens parlent bilinguisme, ça veut dire qu'il faut parler les deux langues. Alors qu'aujourd'hui, les gens parlent une langue, après on dit non, il faut traduire en arabe. Si on parle en arabe, il faut traduire en français. J'étais à l'île Maurice, j'ai remarqué que la même personne s'élève, il parle en français, après il revient en arabe, en anglais. Et j'ai constaté que là-bas également, les bilinguistes fait jour. Et j'ai beaucoup aimé cette façon d'être dans la culture mauricienne. Et au Tchad, on aurait pu aussi être à mesure que tout le monde puisse parler à la fois le français et l'arabe. Mais avec les événements qui sont venus, bon, ça a disloqué le Tchad et nous allons y revenir. Alors justement, parlant du bilinguisme, si seulement on continuait tout simplement à enseigner les enfants et en français et en arabe, on n'aura pas ce problème actuel où nous vivons, où nous parlons, on met toujours l'accent sur le bilinguisme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine? Pourquoi ne pas continuer tout simplement par apprendre les deux langues à l'école d'une manière officielle? Et maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi l'anglais qui est venu s'imposer. Et puis, c'est également une option de choisir entre l'anglais et l'arabe. Donc, moi, je pense que ça, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui a amené tout cela? Non, les langues à l'époque où l'anglais ou l'allemand existaient. Quand vous arrivez en 6e, vous avez l'anglais et le français. Vous arrivez en 4e, vous avez une deuxième langue. À l'époque, soit l'allemand, soit l'anglais, soit l'arabe. Pour ceux qui viennent, par exemple, moi je viens du Bata, et beaucoup de gens venaient déjà avec des bases de l'arabe. Et de continuer avec des professeurs libanais qui étaient ici, qui nous enseignaient l'arabe. Et les événements de 79, c'est ça qui a créé toute cette dislocation. Les gens sont partis. Ça a créé les divisions nord-sud qu'on vit encore jusqu'à présent. Les gens ont quitté. Moi j'habitais Bololo, j'habitais les boîtes, Mariandava. Donc et là tout le monde était ensemble. Maintenant chaque quartier là, les gens sont divisés en ethnie, en communauté. Même si on trouve quelques-uns, mais en général, il y a une communauté qui est forte, de forte densité, alors qu'à l'époque on était mélangés. Tout le monde était ensemble, on vivait ensemble. Donc ce sont des gens venus disloquer avec les guerres. Le Tchad a disparu, a failli disparaître, comme on a dit, état d'ayant. Et après donc au retour, chacun est resté sur la guerre, puisqu'il y avait des événements qui ont créé qu'il y avait le Sud était gouverné par le comité permanent, et ici c'était entre les rébellions, entre le Gunt et les FAN de l'époque. Donc il y avait une division nord-sud. Et cette division nord-sud, on n'a pas pu jusqu'à présent la rattraper, parce que donc tous les jeunes qui sont nés à cette période-là ont gardé cet esprit-là. Et puis maintenant, j'ai noté également, lorsque nous étions en France, on a vécu encore ces brassages-là. Il n'y avait pas de division nord-sud, etc. en France. Moi, j'ai vécu longtemps en France, une vingtaine d'années, mais il n'y avait pas de... Dès qu'on est revenu ici, chacun se repart dans sa communauté, et puis ainsi de suite. Donc, cette situation-là, elle perdure. Et les efforts qui sont faits par l'État, par le gouvernement, pour faire en sorte que le bilinguisme soit opérationnel un peu partout, ça reste encore un effort à faire. C'est un défi réel qu'il faut relever. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, ça engendre les divisions nord-sud. Il y a des gens qui, dès que vous parlez le français, ils disent non, moi je suis un arabophone. Et ça pose un problème même derrière la compétence. Quelqu'un qui n'est pas compétent, il constate. Il dit que moi je suis arabophone, donc il règle le problème. Or, moi j'ai fait l'arabe. J'ai fait l'arabe à l'école primaire. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais le grand-père de l'actuel secrétaire général du MPS qui est Aziz, son grand-père qui est appelé Oustaz Faki Tibek, qui était Mohamed Saleh Ahmad Tibek, qui est le père de son père. C'est lui qui nous enseignait le matin. On allait à l'école primaire en français, mais dans l'après-midi, c'était l'arabe. Après, son fils, qui est le grand frère du père d'Aziz, Oustaz Zenadine, est venu d'Égypte, donc on appelait l'arabe littéraire. C'est comme ça que je suis arrivé avec ça, en 6e ici. Et à part de là, c'est fini. Les gens ont perdu le fait que ces enseignements-là ont disparu avec les événements de 79.
Et jusqu'à présent, on n'a pas rattrapé ça. Ceux qui apprennent le français, c'est devenu le français. Et la plupart des gens sont allés à l'extérieur pour apprendre l'arabe. D'où la difficulté, puisqu'ils n'ont pas appris ici. S'ils avaient appris ici, peut-être qu'ils allaient parler français. Et quand ils sont revenus, on a constaté à la conférence nationale une revendication très forte des arabophones qui disaient aussi qu'il fallait que l'arabe soit aussi une langue officielle. Et d'où on a mis ça comme langue officielle. Mais sur le plan opérationnel, il y a encore des efforts à faire. Justement. Alors, en vous écoutant parler, moi, je ressens vraiment une cohésion, une harmonie. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vivent vraiment cette cohabitation-là? Est-ce que les jeunes de nos jours vivent vraiment cette cohabitation où tout à l'heure, on a écouté les expériences, on sent qu'il y a vraiment la cohabitation, on sent vraiment qu'il y a l'amour. Est-ce que c'est ce qu'on vit maintenant, Idrissa? Eh bien, d'abord, merci pour cette invitation. Comme tous les autres États de l'Afrique équatoriale française, donc le Tchad entré dans le concert des nations le 11 août 1960. Donc, depuis cette date, plusieurs régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays, et chaque régime a gouverné à sa manière. Et aujourd'hui, l'époque actuelle, donc nous sommes en tout cas de la génération après l'avènement du multipartisme, donc après 1990. Mais les réalités que nous vivons aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes qu'hier, parce qu'actuellement nous sommes confrontés avec plusieurs défis. Le doyen vient de rappeler tout à l'heure. À l'époque, les gens ils vivaient en parfaite harmonie. Donc, mais toutes ces valeurs ne sont pas partagées aujourd'hui au milieu de la jeunesse, et ce qui est quand même dommage, en tout cas pour ces pays et surtout pour cette jeunesse. Donc, moi je pense que nous sommes confrontés à plusieurs défis, et surtout en ce qui concerne l'unité nationale, parce que notre pays aujourd'hui fait face à un problème sérieux. À chaque fois, on a tendance à parler, en tout cas, des problèmes qui concernent en tout cas des régions, surtout d'ethnie. On parle aussi du tribalisme, et ce qui n'est pas également normal dans un pays comme le nôtre. Parce que pour faire maintenant évoluer le pays, donc on a besoin vraiment à ce que les gens ils vivent en parfaite harmonie, donc sans toutefois se baser sur en tout cas des considérations qui sont futiles. Il suffit d'être tchadien, donc, et se mettre au travail pour apporter sa contribution en ce qui concerne les défis qui nous attendent actuellement. Et je pense qu'aujourd'hui les jeunes sont manipulés le plus souvent par les hommes politiques, et ce qui est quand même dommage. Donc à chaque fois on donne l'impression aux gens que voilà, donc nous ne sommes pas unis et tout. Mais quand on sort par exemple à l'extérieur du pays, donc les Tchadiens, ils sont vraiment, c'est des gens qui vivent très bien, donc sans demander tu viens de quelle région du pays, mais quand tu es Tchadien, donc il suffit d'être Tchadien donc pour être ensemble. Mais parce que d'après les réalités que nous avons vécues donc à l'extérieur du pays, donc pendant les études. Donc quand on est à l'extérieur, par exemple, les gens, ils s'aiment, parce que les Tchadiens, ils s'aiment quand on est à l'extérieur du pays. On oublie. Mais quand on arrive au pays, donc subitement, les gens changent. Donc, et parfois, par exemple, les gens, ils confondent, par exemple, les communautés avec le système. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que maintenant, dans le système actuel, donc ceux qui gouvernent actuellement, il y a toutes les composantes sociologiques du pays. Donc on ne peut pas vraiment se cacher derrière les communautés, derrière les ethnies et autres pour en tout cas mettre en cause l'unité nationale. Même si nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe actuellement, mais il n'est pas quand même normal de remettre en cause l'unité nationale. Nous devons prendre la paix. Surtout si nous envisageons vraiment de faire du Tchad un pays émergent, nous avons besoin de la paix, parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Donc cette paix, elle est quand même essentielle. Je pense que même c'est une nécessité absolue donc, pour entamer le processus de développement. Alors, M. Mbaye-Nation, Oui. quels sont les défis qui freinent aujourd'hui la cohabitation? Parce que
À vous entendre parler, à votre époque, vous vivez la parfaite harmonie, la cohabitation. Mais aujourd'hui, quels sont les défis vraiment qui Aujourd'hui même, les gens vivent en harmonie. Les Tchadiens vivent ensemble dans l'unité. C'est comme la langue et la dent. Ils se mordent, mais ça n'empêche pas qu'ils vivent dans la même bouche. Ah, je me souviens bien qu'en 1978, je suis prisonnier à Faya et amené à Zouar, même à Eliboy, dans la ville du président de la République, le chef Samouman. J'ai vécu là, mais on était des enseignants. Il a fallu enseigner les jeunes Toubou qui étaient là, dans la ville de Zouar. Mais il n'y a que les gars sudistes, mais on les a enseignés comme nos enfants. Et pourtant, il y avait un Maure et un Algérien qui étaient venus pour enseigner l'arabe, avec les documents arabes. Mais là où j'ai vu le patriotisme des Toubou, parce qu'il fallait supprimer le français. Alors ils se sont constatés, non, il serait mal faire. Ce serait condamner leur enfant à l'arabe seulement. Donc ils se sont accordés, ils disent, bon, ben, en français, vous dispensez les cours de 7h à 12h. Et l'arabe passe de 14h à 17h. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc les enfants, ils venaient, ils apprenaient, et le français et l'arabe. Donc nous n'avions pas de gars sudistes, mais étant sudistes, on les a encadrés comme il se doit. Donc je le disais, parce qu'il y a eu une cohabitation, malgré qu'il y a ces divergences, mais on s'aimait. On s'aime, parce qu'à se voir vivre ensemble dans les quartiers, à se croiser, moi je viens parfois en brousse, mais je rencontre les gars arabes, on partageait. Même on se moquait, dit, mais toi, moi je t'amène dans l'islam, moi je dis non, moi je t'amène dans le christianisme. Donc on bavardait, donc l'harmonie est là, la cohésion est là. Mais seulement il y en a des gens qui pour leur propre intérêt cherchent à diviser, cherchent à dire des choses qui ne vont pas. Mais seulement il faut aussi que les gouvernants soient justes, en tout cas pour les emplois, pour les études. Il faut donner la chance à tout le monde, comme dans le temps, au lieu de faire des choix. Si ce choix-là n'est pas opéré, les Tchadiens vivront en paix, il n'y aura pas de murmures. Mais ces murmures-là, c'est pour encourager les gouvernants à revenir à de meilleurs sentiments, pour encadrer. Comment un père, bien que les enfants ont plusieurs mentalités, chacun a sa comportement, mais le père reste toujours le père. Ouais. Le président de la République est le père de tous les Tchadiens. Il ne faut pas dire qu'il est le père de celui-là, de celui-là. Même étant ministre, les ministres aussi jouent le même rôle. Mais il appartient à nos gouvernants. Quand on parle de mauvaise gouvernance, c'est un défi qui leur est lancé de se remettre en cause. Et comment faire pour remettre le Tchad en ordre? Ils peuvent le faire. Ils ont les connaissances. Mais c'est la manière de faire. S'ils s'efforcent à ne pas avoir peur, à dénoncer dans leurs rencontres, dans les conseils des ministres, il faut le dire. À d'autres moments, il faut le dire à des enseignements. On multiplie les encadrements, les séminaires pour rien. Mais moi, le seul séminaire qui m'a beaucoup intéressé, c'est le séminaire de cadre de 1981, où les gens se sont dit la vérité. L'ex-président Gougouni était là, c'est lui qui gouvernait. Donc, il faut que les gens arrivent à ce sentiment-là, à dire la vérité et à accepter les défauts qu'on montre du doigt. Donc, si nos jeunes, aujourd'hui, dans les établissements, dans les universités, ils sont ensemble, comme vous dites, que c'est à l'extérieur, c'est vrai. Moi, j'ai été en exil 10 ans, et 3 ans de prison de guerre, mais on vivait bien toujours. On vivait en harmonie. Donc, ici, dans les universités, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Maintenant, quand les gens ont les résultats, il faut maintenant les faire valoir et leur donner les occasions, soit de travailler, les employer, n'est-ce pas? Le Tchad est un pays vierge. Allez dans j'ai eu à parcourir l'est du Tchad et le nord, mais arrivé, il n'y a pas des jeunes, il n'y a pas des fonctionnaires. Il y a beaucoup de vides à combler. Donc il faut que nos gouvernants arrivent à surmonter ce qu'ils pensent ou leur peur, et dire les vérités en face, et de s'efforcer de faire ouvertement les choses. Même le président de la République, les autres. Et, ils ont des conseillers, mais que les conseillers puissent indiquer dans la bonne direction.
Et ceux qui ne méritent pas, il ne faut pas les associer autour du président pour donner de mauvais conseils. Voilà un peu ce que je peux apporter. Alors, M. Dasnavet, pensez-vous que la cohabitation aujourd'hui, est-ce qu'elle est consolidée? Non, nous sommes, je dirais, c'est un défi. Il faut dire que pour le moment, c'est un processus, hein, cette cohabitation. Elle ne peut pas se réaliser en une journée. Il faut dire que les efforts ont été faits. Ces efforts qui ont été faits, c'était à l'époque déjà de la conférence nationale, qui a réuni tout le monde et qui a posé les vrais problèmes. D'ailleurs, le processus démocratique réellement du Tchad est parti de cette conférence après cette césure de 1979 à la conférence nationale. Nous avons vécu une césure. Maintenant, depuis, le Tchad à l'époque était divisé pratiquement en deux. Et la conférence a voulu qu'il fallait réconcilier. Et le problème de la paix est venu de là. C'est une question qui a été posée d'une manière centrale à cette conférence-là. Et à l'époque, la zone méridionale était ingouvernable. Il y avait le groupe de Kété, Moïse, le CNCPD, et puis il y avait aussi le groupe de Laokai. Par la suite, Bardé, qui a quitté le CNCPD pour créer, et nous avons, nous, à l'époque, été désignés par la conférence pour faire la paix. Et nous sommes allés négocier avec le CNCPD d'abord à Bangui, de façon à ce que nous avons eu à réconcilier le groupe de Kété qui est rentré ici. Ensuite, nous étions encore allés à Mundou. Et d'ailleurs, ce n'était pas facile, parce que les gens étaient tout autour de nous, mais c'était difficile avec le temps. Nous avons pu quand même réussir à faire signer les accords avec Laokai Bardé. Les gens sont arrivés ici, donc ça a permis de faire en sorte que la tension puisse baisser dans cette zone-là. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile pour quelqu'un, en tout cas des officiels, d'aller se promener vers Mundou, vers Doba, et même sur ça, avec à l'époque des Tokino et autres, c'était très difficile. Donc ça, la conférence a permis au moins d'organiser l'unité, au moins sur le plan territorial du Tchad, et plus loin maintenant, permettre aux gens de s'organiser en parti politique. Donc le multipartisme est venu de là, le multipartisme intégral. On n'a pas voulu 2 ou 3 partis, on a dit qu'il faut un multipartisme intégral. Et avec le temps, c'est les Tchadiens, la population qui va décider qui doit gouverner, et ceux qui doivent disparaître, c'est l'opinion. En tout cas, c'est la population qui va faire en sorte qu'ils ne soient pas en mesure de continuer. Donc cet effort-là est fait, et donc c'est un processus qui avance, et jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, personnellement, dans ma vie, je n'ai pas le problème nord-sud, hein, puisque je suis à la fois du nord, du sud, et j'ai grandi dans cette culture, à la fois du nord et du sud, si bien que je me retrouve, quelle que soit la zone où je me trouve. Je suis à l'aise à Boursal, je suis à l'aise à Mariadava, je suis à l'aise à la rue 40, je suis à l'aise un peu partout. Donc, mais ce n'est pas partagé par tout le monde encore. Dans l'esprit des gens, et les gens sont restés encore avec cet esprit nord-sud, mais il y a un processus qui est engagé et qui va forcément, avec le temps, l'emporter sur le reste. Et je voulais dire également que la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'à notre époque, lorsque vous avez le bac, vous avez la bourse automatique, que ce soit les partenaires qui vous prennent en charge en fonction de vos résultats, que ce soit l'État tchadien, et donc il n'y a personne. Nous, on était 18 en terminale, donc il n'y avait pas de... Aujourd'hui, bon, les gens sont arrivés en masse, et l'État n'est pas en mesure, après les études, de leur trouver quelque chose. Donc toute la question qui est posée aussi, c'est à ce niveau-là. Et la porte est ouverte maintenant avec la décentralisation. Parce que jusqu'à présent, l'État était l'État unitaire. Nous sommes dans la décentralisation. Maintenant, il faut recruter des fonctionnaires, des provinces, tout ça. Là, il manque beaucoup de fonctionnaires dans tous les domaines. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut que l'effort doit être fait pour que les jeunes qui se combattent, parce qu'en fait, c'est un problème naturel. Hein. Lorsqu'il n'y a pas assez comment on appelle, de l'eau à boire, si vous êtes 10, mais c'est la bagarre. Et chacun, pour gagner, il s'appuie sur sa communauté, sur ses parents, qui sont mieux placés pour le placer. Et ceux qui n'ont personne, donc ils n'ont rien. Donc, alors que maintenant, c'est dans les provinces, il faut maintenant que le budget 2026 là, prenne en charge un certain nombre de choses et de s'ouvrir vers cette jeunesse-là qui est aujourd'hui en chômage. La plupart ne trouvent pas de perspectives et qui posent problème.
Et donc, il faut franchement... Alors justement, M. Darsambay, qu'est-ce qu'il faut faire pour une réconciliation du cœur? Parce qu'on on constate quand même hein, que ce terme Nord-Sud, Doum-Sara, continue toujours par demeurer en milieu jeune. Et surtout quand on fait un petit constat, hein, on trouve que, même en Djamena, on prend un exemple, par exemple, il y a certains quartiers où c'est accessible tout simplement à une catégorie d'ethnie, ou bien les gens se retirent en communauté en ethnie. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour une réconciliation du cœur, surtout? Non, mais il faut donc, comme je disais, il faut à la fois travailler sur le plan, je dirais, des infrastructures qui existent, l'amélioration, l'aménagement des villes, de la ville de N'Djamena, telle qu'elle est composée. C'est vrai qu'elle porte les germes de la division nord-sud, etc., et même au-delà. C'est arrivé jusqu'aux communautés. Quand vous prenez Farcha à l'époque, moi je connais bien Farcha, qui je trouve là-bas, je vais être clair. Je trouve un certain nombre de parents Gambay qui sont là, des parents Kim et des parents, comment on appelle, Massa qui sont là-bas. Aujourd'hui, il y a une forte densité de la communauté de Zakawa qui est arrivée, et donc cette vie qu'ils vivaient ensemble, ce sont en fait des pêcheurs qui sont installés là-bas. Maintenant, à côté, il y a des gens qui sont arrivés avec beaucoup de moyens, et d'autres n'ont rien. Donc ça pose problème. Les gens qui n'ont rien disent, ben voilà, ils sont venus, bon, chacun il voit des étages et ils n'ont rien. En plus de cela, le problème qui se pose aussi au niveau des quartiers, c'est que dans chaque quartier, comme vous l'avez dit, les gens sont organisés en communauté. Et ça aussi, il faut que dans l'aménagement des territoires, on tienne compte pour les futurs, parce que c'est pas aujourd'hui, les gens sont déjà installés, on ne va pas détruire leur maison, mais il faut que pour installer, il faut que l'État prévoie ces brassages-là qui doivent exister. Et je souhaite qu'à Farcha aujourd'hui, que les jeunes puissent accepter. Bon, ce qui est fait, c'est fait, mais on ne peut pas dire que moi je suis tel, je suis Doumou, je suis Sarah, je suis chrétien musulman. Donc il faut que des efforts, des sensibilisations. Et ça, c'est un moment important où la sensibilisation doit se faire. Et je constate qu'au niveau de la société civile, beaucoup de jeunes s'organisent, non pas en termes communautaires, mais en termes d'un certain nombre de valeurs qu'ils partagent ensemble et qui font ce travail d'unité nationale, ce travail de paix. Ce travail-là doit être encouragé par rapport aux jeunes qui font ce travail-là, d'accord? Ils sont un peu partout dans tous les quartiers, et donc il faut que leur rang grossisse et que ce travail de sensibilisation, pour que les jeunes qui vont maintenant commencer à aller à l'école, ils apprennent le français et l'arabe, et ça a été dit dans la Constitution, mais ce n'est pas encore réel, mais en même temps, dans la vie de tous les jours, il faut que les gens ils apprennent à vivre ensemble. À l'époque, on trouve les clubs, on organisait des clubs dans les différents quartiers. Là. Dans ces clubs, ce sont des associations, en fait, les gens s'organisent, ils vivent ensemble, etc. D'où la naissance de l'ami Fortin. Moi, je suis un ami Fortin, donc Bontin. Ah oui. Et donc, à l'époque, on n'avait pas de différence, on s'organisait ensemble, on mangeait ensemble, on vivait ensemble, et on ne cherchait pas la différence de tel ou tel. Et chacun, on allait chez tel parent avec son fils, on mangeait ensemble, lui il venait là-bas, comme on appelait, et puis quand vous passez dans la rue, les gens mangent dehors, là, dans la rue, le soir, là, ils se mettent ensemble, et quand vous passez, on vous appelle, vous mangez avec eux sans vous connaître. Et donc, on appelait ça à l'époque, les gens, la vie en commune, les gens vivent ensemble, ceux qui sont autour du quartier, là, qui sont des voisins, là, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble le soir, donc ça fait la fraternité, ça a disparu. Donc ces efforts-là doivent se faire, et au niveau culturel, au niveau intellectuel, il faut que les jeunes qui font ce travail puissent être encouragés par l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que ceux qui sont dans les quartiers ne vivent pas en tant que communauté, et qu'ils dépassent ces communautés-là, que les jeunes qui sont nés, comme à Farcha, je prends l'exemple, que ce soit, vous êtes Dakawa, Gouran, ou vous êtes, je ne sais pas, Kim, Sarah ou Massa, que les jeunes là, puissent apprennent à vivre ensemble. C'est ça, à partir de là, parce que ce qui nous autres, là, pour les gens des autres âges, c'est déjà passé, mais pour les jeunes, il faut les encourager à vivre ensemble. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes commencent à le faire. C'est ça. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faut encourager, et que les quartiers, par la suite, puisque la ville de N'Djamena va s'agrandir, il faut qu'on évite à vivre par communauté dans les quartiers.
Alors, justement, monsieur Bainaïsiama, Oui. dernièrement, hein, on a constaté, on a remarqué qu'il y a des communautés, des ethnies qui organisent, je ne sais pas moi, des festivités et qui se regroupent par ethnie ou bien par communauté qui organisent. Alors que on devrait se réunir tous ensemble pour organiser peut-être quelque chose pour réunir toutes les communautés, toutes les ethnies. Mais maintenant, en faisant cela, est-ce que ce n'est pas également une manière de se diviser? Fort-Lamy était une petite ville, pas grande. Farsha était un petit quartier seulement aussi. Vous venez à Garangoussou, après vous venez à Bololo, un peu Clémat et Aboulsouba, vous passez par Ilegassas, un peu Ridina et le quartier des fonctionnaires de là où derrière le gouvernorat. Et vous venez, ça s'arrête là seulement. Non-Sané, et puis vous arrivez à Chagua, qui n'était pas un quartier encore. Donc c'était une petite ville et les gens vivaient en harmonie. Maintenant, il y a la démographie, c'est un éclatement. Et les gens, chacun partait et ils s'octroyaient des terrains. Et puis avant, c'était les terres cultivables qui sont transformées en terres habitables et les gens se disséminaient. Bon, l'État se fait prendre de court. Même le ministère des plans et de l'ordre cadastral, il n'arrive pas à cadrer les choses parce que les gens habitaient. Maintenant, si vous partez même jusqu'à Lyon là-bas, les gens s'octroyaient des grands terrains, ceux qui ont les moyens. Alors, le problème qu'il faut toucher du doigt, c'est que pour les jeunes diplômés, il y a une bonne action qui a été posée du temps de Taïwan. On embauchait les jeunes avec le fonds taïwanais de 50 000. Vous partez, vous travaillez, ensuite, on va vous régulariser, on vous intégrer. Pourquoi ne pas utiliser ce système à déployer les diplômés sans emploi qui tournent avec les motos en ville ici. Vous partez à l'Est. J'ai fait l'Est. Des Tiné à Tissi, tout ça là j'ai fait. Mais il faut déployer les jeunes là-bas, les diplômés là-bas, puisque c'est le Tchad. Jusqu'à Amdaras, Bardaï, le reste là. Si on déploie toute cette jeunesse-là dans l'emploi, ça va décongestionner N'Djamena. Il y aura moins de plaintes. En temps, l'État va s'organiser à les intégrer progressivement. Mais seulement, il faut assurer aussi cet argent. Le tout n'est pas de les envoyer et puis ne pas payer. Le constat est fait avec les maîtres communautaires qui se plaignent, qui sont allés là-bas, mais on ne les paye pas. Donc, tout ça incombe à l'État, qui doit gérer les communautés qui s'organisent en festivités, tout ça là. Si vous entrez dedans, vous voyez, c'est un brassage total. Sauf peut-être pour les mariages ou les rencontres quelconques. Mais ce n'est pas des rencontres hostiles qui permettent de se développer, d'être cohérents. Donc, tous, nous sommes interpellés comme je le parlais, de sensibilisation. Chacun a son rôle à jouer dans la sensibilisation. Nous tous, à tous les niveaux. Mais le vrai problème, c'est la justice. Il faut que le Tchadien devienne un peuple juste, sans mensonge. Si on devient intègre, à tous les niveaux. Si on a la crainte de Dieu, tout le monde a la crainte de Dieu. Mais Dieu, il est dit, l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné du ciel. Si chacun se contente de ce qu'il a, il ne peut pas jalouser l'autre. Il faut qu'il y ait des gens qui sont élevés. Il faut qu'il y ait des gens qui aient des grands biens. Mais il faut se dire que les grands biens, là, on ne l'apporte pas dans le trou. Vous partez les mains vides, n'est-ce pas? Donc, il faut que les gens qui cherchent à s'amasser des trésors pensent à leurs compatriotes. C'est leurs frères de la patrie. Si nous nous souvenons d'eux, si nous portons leur fardeau, en voyant la souffrance de cette jeunesse-là. Puisque je vous ai mis un jeune avec nous,
la carrière de mes enfants, je ne sais pas s'il le connaît. Mais on a beaucoup de juristes, beaucoup de gens, des médecins, tout ça, mais qui chôment. Il faut que l'État s'investisse à les déployer avec une modeste somme. Et ensuite, ils vont les réaliser. Moi, j'ai travaillé avec 3 000 francs. Étant général, 3 000 francs, 3 ans, avant de passer une étape. Mais si l'État propose un montant concret en déployant les jeunes pour les payer régulièrement, il ne faut pas que les payeurs là aussi partent détourner l'argent. Et s'ils suivent ces jeunes régulièrement au fond fin du Tchad, nous avons dit le Tchad, c'est un pays unique qui nous appartient à nous tous, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Nous sommes tous responsables. Nos enfants travaillent partout maintenant. C'est avant où les gens avaient peur d'aller au Nord, d'aller à l'Est, d'aller à ceci. Mais ils sont tous là, en train de travailler. Maintenant, il faut les encourager. L'État a du pain sur la planche parce qu'il a un grand nombre de diplômés. Mais ces diplômés-là sont venus pour travailler. Maintenant, il faut leur trouver un cadre. S'ils ne travaillent pas dans la fonction publique, il faut leur trouver le cadre privé. S'il faut le commerce, il faut les engager en les accompagnant. Même l'agriculture. Quand je parle pour labourer, les gens me disent, ce papa-là va labourer. Je dis, mais si l'État peut partager l'argent aux jeunes qui doivent aller en brousse labourer, en attendant, ça va décongestionner beaucoup de choses. Donc, le rôle de nos dirigeants, monsieur le ministre qui est là aussi, parfois il a cette charge-là, parce qu'il est parmi les autres. Quand je veux toucher du doigt, jouer ce rôle-là dans la justice et dans la vérité, en nous aimant tous. Aimer les jeunes sudistes, comme vous le dites, comme le jeune nordiste du centre, de partout. Aimez-les comme votre vrai compatriote. Eux, les jeunes même, ils se disent, si ce que vous trouvez comme un affront là, c'est se dire la vérité à l'autre seulement, tout simplement. Hein, parce que c'est dire la vérité en intellectuel, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Justement, Idrissa, tu as écouté les aînés parler un peu de leur vécu, de beaucoup de choses. La jeunesse aujourd'hui, nous avons déjà fait 65 ans d'indépendance en tant que jeunes. Comment est-ce que tu perçois cela? Bon, il faut d'abord rappeler que cette indépendance, donc même si c'était une indépendance octroyée pour la plupart des États africains, cette indépendance, je pense que c'est encore inachevé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, nous sommes indépendants sur tout le plan? Est-ce que sur le plan économique, nous sommes indépendants? Est-ce que nous sommes suffisamment indépendants? Même sur le plan alimentaire, est-ce que nous sommes suffisamment indépendants? Donc, c'est là les vraies questions. Moi, je pense que les défis actuels aujourd'hui pour le gouvernement, ce sont vraiment des questions qui sont liées à la gouvernance, par exemple. Aujourd'hui, l'état de droit pose un réel problème dans notre pays. C'est quoi d'abord un état de droit par essence? Un état de droit, c'est un état dans lequel même les gouvernants, ceux qui ont édicté par exemple les lois, et même se soumettent par exemple à la loi. Il faut que les gens respectent quand même les lois de la République. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a vraiment l'impunité dans ces pays-là. Et personne ne respecte les lois. Et à partir de là, s'il n'y a pas vraiment d'autorité de l'État, je pense que l'État ne va plus réaliser ces objectifs qui sont liés au développement. Il ne faut pas se laisser se faire. Il faut que la loi soit dite donc à tous les niveaux. Donc, ce qui est également important, il ne faut pas que le pouvoir exécutif interfère dans les affaires judiciaires. Il faut vraiment respecter le principe de séparation des pouvoirs. Donc, nous avons les trois pouvoirs, en tout cas, qui sont le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Donc, ce qui est très important, comme le grand frère vient de l'appeler, la justice, c'est le socle de la société. Quand il n'y a pas vraiment la justice dans un pays, il n'y aura pas de développement. Et la justice, c'est le socle, c'est la colonne vertébrale même d'une société. Et vous avez évoqué tout à l'heure le problème de diplômés. Aujourd'hui, ce n'est plus les années précédentes. Aujourd'hui, ce n'est plus les années 80 ou 70 où il n'y avait pas assez de diplômés. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont extrêmement compétents, qui sont formés dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine des sciences, que ce soit dans le domaine des sciences sociales. On a extrêmement de jeunes, des juristes, des médecins, des pharmaciens,
des ingénieurs, donc on a des jeunes qui sont formés dans ces domaines-là. Mais il faut les traiter équitablement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. C'est vrai que l'État à seul ne peut pas absorber tout le monde à la fonction publique. Donc, l'État à seul ne peut pas tout faire. Ça, nous sommes conscients de cela. Mais l'État doit vraiment investir dans l'éducation de cette jeunesse-là. Hein, parce que, création d'emplois également. Oui, mais l'emploi également. Mais il faut les traiter équitablement. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un parent qui est bien placé, même si vous êtes excellent, même si vous êtes compétent, vous n'allez pas forcément trouver du travail. Et donc là, ce n'est pas du tout normal. Il faut rendre l'environnement propice aux jeunes. Donc l'État également doit, parce que dans les années passées, au début des années de l'indépendance jusqu'à dans les années 80, ça existe des entreprises étatiques. Aujourd'hui, ces entreprises-là n'existent presque pas. L'État ne doit pas vraiment se contenter seulement de la fonction publique. Donc pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait vraiment l'investissement dans plusieurs, en tout cas, secteurs, pas seulement. Et parce que nous sommes seulement concentrés sur le pétrole. Alors justement, pendant que vous avez la parole, Idrissa, comme nous sommes déjà presque à la fin, je vais tout simplement vous laisser également quelques secondes pour terminer carrément par votre message ou soit votre mot de fin par rapport à ce débat. Bon, mon mot de fin, c'est de continuer à croire à ces pays. Parce que nous avons un pays en commun et ce pays est le nôtre. Nous n'avons pas un autre pays que le Tchad et nous devons vraiment s'engager à tout niveau. Donc chacun doit apporter sa part de contribution, de respecter les lois de la République, de mettre en place en tout cas une justice indépendante et également investir dans l'éducation et également essayer de diversifier un peu le secteur, hein, parce que si on essaie vraiment de rester seulement en tout cas dans un secteur, nous n'allons pas s'en sortir. Et parce que à l'époque il y avait les deux mamelles de l'économie nationale qui sont l'agriculture et l'élevage, mais aujourd'hui après l'exploitation du pétrole en 2003, donc nous sommes seulement concentrés sur le secteur pétrolier. Et donc là, c'est ce qui nous a vraiment démotivés, parce que l'agriculture aujourd'hui, à travers ces deux secteurs-là, on pourrait en tout cas mieux faire. Et l'État également doit en tout cas investir beaucoup plus dans ces domaines-là. Merci beaucoup Idrissa, merci beaucoup. On aimerait bien continuer, mais le temps nous prend à la gorge, alors merci beaucoup. Alors, Monsieur Maïnessoum également, quel serait votre message aujourd'hui? Mon message, ouais. D'abord, commence par la sécurité. Il faut que l'État s'investisse à la sécurité de chaque citoyen. Je me rappelle qu'en 1995, il y avait l'insécurité dans N'Djamena. Je fus commandant de brigade du 2e arrondissement. Alors il y avait toujours des morts. Alors, le président, le feu maréchal a promis un briefing à l'état-major de gendarmerie à côté de l'aéroport Envoi. Alors on fait table ronde comme ça, on dit mais que faire pour amener la sécurité à N'Djamena? On a répondu, monsieur le président, il faut vous investir vous-même. Il s'est engagé à faire la patrouille lui-même. Et la sécurité est venue à N'Djamena. Parce que de nuit, quand on trouvait le président dans la voiture, on peut faire la sécurité. Si le maréchal Maman Kaka peut s'investir dans la sécurité de chaque citoyen tchadien, dans tout le Tchad, la sécurité va revenir. La justice. Il faut que la justice, comme mon fils l'a dit, s'impose à tout le monde. Qu'il n'y ait pas de différence. Celui qui commet une faute doit être traduit en justice. Il ne faut pas que ce soit pour celui-là et l'autre doit être dispensé parce que celui-là est un intouchable. Ça ne marche pas. En matière d'emploi, j'insiste encore, il faut créer des emplois pour éviter que cette jeunesse-là croupisse. Il a parlé du problème du pétrole. Moi, je suis de la zone du pétrole, là, dans mon village même, le pétrole extrait. Mais allez dans la zone du Logon oriental, quand vous quittez Baïbokoum, l'autre de Baïkoro pour aller à Béguereux, Miladi et le reste. Même pas un hôpital, même pas une école. C'est la misère. Alors, à quoi sert ce pétrole-là? Donc, il faut vraiment, ceux qui mettent beaucoup d'argent dans leur poche là,
laisse à la portée de tout le monde. Voilà mon message. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à M. Desnabay. Merci. Moi, je pense que dans ce qu'on est en train de voir, on a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup, ce qui est justement. fondamental, c'est d'abord avoir la paix. C'est ça. S'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. Et la paix nécessite de sécurité. Et pour revenir à ce qui s'est passé hier, on a vu défiler beaucoup de choses qui, quelque part, confortent les Tchadiens, les rassurent aussi que nous sommes armés pour faire en sorte qu'il y ait la paix. Parce que la paix, à l'extérieur, il faut que le Tchad soit protégé. C'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, à l'intérieur, le problème de la paix se pose aussi à l'intérieur entre les Tchadiens eux-mêmes. Et ça, c'est un défi qu'il faut relever, que l'État doit relever. Ce défi comporte, en première chose, c'est s'occuper des jeunes. Ces jeunes-là, je dis, grâce à la décentralisation, il faut faire en sorte que dans toutes les provinces, on recrute beaucoup de jeunes. Ça va diminuer. Et on ne peut pas les recruter comme ça, il faut les former dans chaque domaine. Parce que quand on sort de l'université, on n'a pas encore tout sur le plan opérationnel. Et puis, il faut qu'il y ait le vivre ensemble. Il faut travailler pour que les Tchadiens apprennent à vivre ensemble. Parce que ceux qui sont déjà, qui ont 30 ans, 40 ans, c'est trop tard. Mais les enfants qui vont naître là, il faut préparer à ce qu'ils s'acceptent. Et ça, c'est des efforts qui doivent se faire à ces niveaux-là. Donc, je pense que aujourd'hui, le Tchad est dans une trajectoire où, si on ne fait rien, les rapports de force, aujourd'hui, nous vivons sur un problème de rapport de force entre communautés. Ces rapports de force entre communautés là, doivent disparaître pour que les Tchadiens se sentent égaux dans leur pays. Et pour qu'ils ne cherchent pas à faire la division, qu'ils ne cherchent pas à travailler sur communauté. Si quelqu'un peut faire un concours, il peut réussir comme à l'époque, sans l'intervention des parents de sa communauté. Il n'a pas besoin. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a les rapports de force. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les rapports de force, c'est-à-dire ceux qui sont dans des communautés qui sont fortes, bon, ils ont la chance d'avoir un travail. Ceux qui n'ont rien, qui ont des parents pauvres, qui ne sont pas, qui n'ont pas grand-chose, bon, ils sont en difficulté. Donc ça, ce n'est pas l'égalité. Ça ne peut pas entraîner la paix à l'intérieur du pays. Donc je crois que c'est cet effort-là que, à la fois, l'État, le gouvernement doit faire, c'est un problème de gouvernance, mais en même temps, les Tchadiens eux-mêmes aussi, chacun à son niveau, aussi. Et notamment les jeunes, qu'ils commencent à s'organiser ensemble pour combattre ces fléaux. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdraman Diasnabay. Merci beaucoup également, Monsieur Maïnessem Enoch. Merci beaucoup, Monsieur Idrissa Sall et Abdraman. Et voici, nous sommes à la fin du temps qui nous a été imparti. 65 ans d'indépendance du Tchad. Ce moment de partage nous rappelle que l'indépendance ne se limite pas seulement à une date historique, mais elle nous amène également à nous poser des questions et surtout à construire également chaque jour et surtout dans le respect des textes juridiques du pays. Entre espoir, engagement et responsabilité, chaque citoyen doit donc jouer son rôle pour le développement du Tchad. Merci beaucoup à nos invités, merci beaucoup également à vous qui nous avez suivis, merci beaucoup également à nos auditeurs de IFM. Je suis Mila Momfirmine. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.